Bonjour à tous et bienvenue dans notre studio vidéo du groupe Nice Matin pour ce numéro de rentrée de Territoire Éco. Territoire Éco, vous le savez, c'est une émission en partenariat avec la Tribune Côte d'Azur que nous vous proposons chaque mois et l'UPE 06 pour m'accompagner et je ne vous les présente plus. J'ai le bonheur d'accueillir Karine Wenger, chef du service économie du groupe Nice Matin. Bonjour Karine. Bonjour Christian. Et Isabelle Ozias, notre consoeur rédactrice en chef de la Tribune Côte d'Azur. Bonjour Isabelle. Bonjour Christian. Mesdames, avez-vous passé de bonnes vacances? Excellente. Pas encore. Bien. Pour débuter ce numéro 5 de Territoire Éco, vous y êtes désormais habitués, place à la grande interview. Et en cette fin d'été, qui a vu des millions de personnes voyager dans le monde entier, nous accueillons avec plaisir Denis Lacroix, le président d'Amadeus. Denis Lacroix, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Alors, Amadeus, c'est l'un des leaders mondiaux de solutions technologiques de gestion pour la distribution et la vente de services de voyage. Après avoir piloté l'entreprise dans la tourmente de la Covid, vous la conduisez désormais dans la relance, on va dire ça comme ça, avant de vous laisser entre les mains de Karine et Wenger et d'Isabelle Ozias, rédactrice en chef de la Tribune Côte d'Azur pour cette grande interview. Une petite et première question, pour que tout le monde soit bien raccord avec votre activité, qu'est-ce que c'est exactement Amadeus ? Alors, schématiquement, Amadeus, c'est deux métiers. Un métier historique qu'on appelle la distribution, qui consiste à agréger du contenu de voyage et à le mettre à disposition d'agents de voyage. Donc, par contenu de voyage, on sous-entend les vols, les loueurs de voitures, les croisiéristes, les hôtels. Et donc, tout ce contenu, on l'agrège dans une plateforme informatique qui est utilisée par des agents de voyage, que ce soit un agent de voyage en ligne, un agent de voyage au coin de la rue, donc toutes sortes d'agents de voyage. Ça, c'est notre métier historique. Okay. Et notre second métier, depuis un peu plus de 20 ans maintenant, c'est de fournir des solutions informatiques pour ce qu'on appelle l'informatique commerciale des compagnies aériennes et des chaînes d'hôtels. Donc concrètement, pour une compagnie aérienne, ça veut dire s'occuper de leur réservation, la gestion de l'inventaire, gestion de l'embarquement, gestion de l'équilibrage des avions, etc. Donc ça, ce sont de deux métiers principaux. Combien de compagnies aériennes en boutique chez Amadeus ? Plus de 200 aujourd'hui, donc ça va de compagnies low cost comme Ryanair, à des groupes comme le groupe Lufthansa ou le groupe Air France KLM, donc plus de 200 compagnies aériennes dans le monde. Très bien. Alors maintenant, je vous laisse mes consoeurs vous poser les questions certainement plus pertinentes que les miennes. Denis Lacroix, comment s'est passé l'été avec la nette reprise du tourisme? On a vu notamment l'engouement des vacanciers pour la Côte d'Azur. Alors, effectivement, pour la Côte d'Azur, clairement, il y avait du monde. En ce qui concerne Amadeus, on est plutôt satisfait de la situation. Sur le premier semestre 2023, on est quasiment revenu, en termes de chiffre d'affaires, au niveau de 2019. Pas tout à fait, mais on n'est pas très loin. Donc, effectivement, ça va nettement mieux, en nette progression par rapport à 2022, et puis, bien entendu, en nette progression par rapport aux années précédentes. Alors c'est une très très bonne nouvelle pour Amadeus, qui a beaucoup souffert du Covid, on s'en doute. Vous avez pris la tête de l'entreprise à ce moment-là. Alors comment on réagit devant une telle crise? Alors le timing n'était pas idéal, c'est certain. L'entreprise a dû réduire la voilure. Il faut se remettre un peu dans la situation, comme beaucoup d'acteurs dont l'activité est liée au tourisme et au voyage. On a été très fortement impacté en 2020. On a perdu au second trimestre 2020 quasiment 80% de le chiffre d'affaires, avec des pertes sur l'année 2020 très conséquentes, plus de 500 millions de pertes. Donc on a dû réduire la voilure. En ce qui concerne notre présence en France, nos deux sites principaux de Sophia Antipolis et Villeneuve-Loubet, on a dû mettre en place un plan de départ volontaire pour environ 300-350 personnes. Et puis également, on a réduit le volume de sous-traitance. Alors on l'a fait assez rapidement. Une fois de plus, il faut se remettre dans la situation. On ne savait pas trop où on allait. Donc il fallait absolument garantir la survie de l'entreprise. Alors du coup, la situation va beaucoup mieux pour Amadeus. Oui. Et quelles sont les perspectives d'embauche pour vous, pour cette année? Est-ce qu'il y a des difficultés pour trouver des talents? Oui, alors au niveau des embauches, en fait, dès 2021, on a remis en route la machine. On a toujours beaucoup embauché dans la région. On a remis en route la machine. En 2022, on a fait environ 450 embauches. Et cette année, on vise 350. Et bon, les premiers chiffres montrent qu'on va y arriver. C'est un peu plus difficile qu'avant. Donc les profils types que l'on recherche, on va dire à 70-80% des ingénieurs, informaticiens, ce sont des métiers en tension depuis toujours. Alors c'est vrai que depuis la crise Covid, c'est encore plus en tension qu'avant. Mais ceci dit, on tient nos objectifs de recrutement. Alors vous disiez, excusez-moi, juste une petite question, vous disiez 300 personnes en plan de départ au moment de la Covid, et là oui, vous parlez de 400-450 embauches. Ça veut dire que vous êtes plus nombreux aujourd'hui que vous ne l'étiez avant la Covid? Alors non, ce n'est pas encore le cas. Je pense que ça va être le cas dans les semaines qui viennent. On va revenir à peu près en termes d'effectifs au niveau qu'on avait en 2019, parce qu'on a un autre phénomène qui s'est accéléré pendant la crise Covid, qui est le turnover.
Donc le taux d'émission dans l'entreprise, qui était très faible historiquement, a fortement augmenté. Je pense que... Comment vous l'expliquez, ça? Bon, il y a probablement beaucoup de raisons. Bon, l'une d'entre elles, c'est que d'un seul coup, une entreprise qui va mal est quand même moins attractive. Donc les gens vont regarder un petit peu ailleurs ce qui est disponible. Donc ça, c'est une première raison. La seconde raison, c'est un petit peu lié aussi au travail hybride et au work from home, donc les gens qui travaillent à la maison. Nos concurrents en termes de recrutement, historiquement, sont plutôt dans la région, en France. Et là, on a fait face à une concurrence internationale. Les entreprises basées en Suisse, en Belgique, en Angleterre, à peu près dans tous les pays du monde, ont commencé à s'intéresser aux ingénieurs Amadeus. Donc le turnover a fortement augmenté en 2020, 2021. Ça a commencé à se tasser en 2022. Cette année, pour les 6 premiers mois de l'année, on est à peu près, en termes de turnover, là où on était en 2019. Donc la situation revient à la normale. Combien de nationalités avez-vous sur les 2 sites de Villeneuve-Loubet et de Sofia? Je pense qu'on est au-delà des 80 nationalités. Ouais. Donc une majorité quand même de Français, de l'ordre de 60%, je crois. La langue de travail, forcément, c'est l'anglais pour tout le monde, mais plus de 80 nationalités. Donc un environnement qui a toujours été très multiculturel et ça reste vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise. Alors on va revenir un petit peu sur la filière et l'état de la filière du tourisme. Est-ce que l'engouement qu'on a pu observer cet été sur nos côtes va se prolonger avec notamment le tourisme d'affaires ? Alors c'est une bonne question. Le tourisme d'affaires a été encore plus impacté que le voyage pour agrément et surtout la reprise arrive beaucoup plus tard. Alors, ce qu'il semble, d'après les organismes qui étudient ça, donc notamment il y a un organisme nord-américain qui s'appelle GBTA, qui fédère un peu l'ensemble des acteurs du voyage d'affaires, ils estiment que d'ici à 2025, on va revenir en termes de voyage d'affaires au niveau de 2019. On en est peut-être avant, hein, donc c'est difficile à dire. Donc c'est certain, il y a des pratiques qui ont changé. Un souci un peu nouveau également, c'est quand même des perspectives économiques. Vous savez, dans une entreprise, quand les perspectives ne sont pas très claires, la première chose ou une des premières choses que les entreprises font, c'est réduire la voilure en ce qui concerne les voyages d'affaires parce que c'est considéré, à tort ou à raison, comme une dépense discrétionnaire. Et puis il y a aussi la problématique du climat et de la tendance éco-responsable des voyageurs qui peut-être, pour certains, prennent moins l'avion qu'avant. Tout à fait. Alors, bon, c'est un phénomène très local, effectivement. Vous connaissez les décisions qui ont été prises en France pour certaines destinations, donc les Paris-Bordeaux, pas encore Paris-Toulouse, mais ça va venir, ou Paris-Lyon. Bon, ça reste encore marginal. Mais c'est certain que dans les entreprises, y compris d'ailleurs chez Amadeus, c'est vraiment des choses que l'on regarde de beaucoup plus près. Par exemple, quand un de nos salariés voyage, on lui donne son empreinte CO2 pour éventuellement lui dire, tiens, mais il y a peut-être un voyage un peu moins cher, un peu plus cher, mais dont l'empreinte CO2 est meilleure, donc effectivement, ça va jouer. Est-ce qui justifie aussi vos diversifications dans les activités ? Oui, alors bon, on reste quand même à 70-80% lié à l'industrie aérienne, mais effectivement, stratégiquement, notre intérêt est de diminuer cette forte dépendance à l'industrie aérienne. Bon, le crise Covid nous a montré qu'avoir une forte dépendance à l'industrie aérienne était un problème. Et effectivement, la conscience écologique fait que ça devient également pour nous stratégique à long terme de diminuer notre dépendance au transport aérien. Quelle nouvelle forme de tourisme vos clients vous demandent-ils ? Alors, on vient de sortir une étude qui s'appelle Travel Tribe en anglais, donc les tribus de voyageurs, pour voir un petit peu les changements de comportement. Plusieurs changements, notamment en France. Les gens, pour ce qui est du tourisme, envisagent des séjours plus courts, mais peut-être plus fréquents. En tout cas plus court. Également, cette problématique écologique est au cœur de leurs décisions. Je crois que la saison en montagne en France a été excellente, donc ça va un petit peu dans cette direction-là. Donc je pense que ce sont les deux choses principales, les voyages plus courts et puis avec une conscience écologique, sans oublier les problématiques du pouvoir d'achat, où les gens vont faire un petit peu attention là où ils vont. Les voyages en France ne coûtent pas le même prix suivant les endroits où on va, donc ça a forcément influencé ce que les gens ont fait cet été notamment. Très bien. Vous faites beaucoup appel à l'intelligence artificielle. Oui. Donc, vers quelle piste vous dirigez-vous ? Qu'est-ce que vous prenez Alors, c'est un domaine, en fait, dans lequel on a investi en matière de recherche et développement depuis presque plus de 10 ans maintenant. La quasi-totalité de nos produits aujourd'hui utilisent d'une façon ou d'une autre l'intelligence artificielle. Donc, un de nos métiers dont je n'ai pas parlé, c'est par exemple
l'informatique aéroportuaire, on a des solutions biométriques, donc pour regarder votre visage et fluidifier notamment tout ce qui est lié à l'embarquement, ça repose sur les techniques d'intelligence artificielle de reconnaissance d'image. Également, dans nos solutions d'optimisation de la recette pour les compagnies aériennes, on utilise également des solutions d'intelligence artificielle. Pour rechercher les meilleurs itinéraires d'un point A à un point B, vous avez des centaines de milliers de possibilités. Grâce à l'intelligence artificielle, du machine learning, donc l'apprentissage automatique, on peut essayer de déterminer quelles sont les meilleures destinations. Et puis bon, on ne peut pas ne pas parler de ChatGPT. Donc c'est un phénomène ou quelque chose, une nouveauté qui date de 2022 maintenant, auquel on s'intéresse et on a beaucoup de projets en cours pour exploiter ces nouvelles techniques d'interface homme-machine conversationnelle. Un exemple, par exemple, on a une solution de réservation de voyage en entreprise qui s'appelle Citric. On a mis en place une nouvelle interface plutôt que d'avoir une application ou un site web où vous cliquez, une interface où vous pouvez exprimer en tapant naturellement, en français, en anglais, en allemand, dans la langue que vous voulez, vos critères de voyage. Et c'est grâce à cette interface, cette intelligence artificielle générative que l'on va pouvoir vous donner des réponses. On fait un certain nombre de choses également pour des compagnies aériennes, par exemple, où quand vous allez sur un moteur de recherche, celui que vous préférez, et vous dites « je voudrais aller, je ne sais pas moi, en Italie », bon, vous allez être redirigé sur la page web de la compagnie aérienne, et les images d'Italie que vous allez afficher sont en fait générées. Donc ça sont à partir de choses comme Midjourney, ce genre de choses. Donc oui, c'est un secteur important. On a redirigé une partie significative de l'investissement vers ces nouvelles interfaces génératives. Combien environ ? Il y a probablement entre 150 et 200 personnes aujourd'hui qui travaillent de près ou de loin sur ces techniques. Vous faites d'ailleurs partie d'un consortium qui s'appelle ICARE, qui regroupe une quinzaine d'industriels autour de l'intelligence artificielle et plus précisément du 3IA de Sophia Antipolis. À ce titre, quelles sont vos synergies avec le territoire? Alors oui, ICARE, c'est un groupement qu'on a fondé avec SAP il y a maintenant plusieurs années. En fait, le but est d'échanger sur nos pratiques. Alors ça peut être d'un point de vue technologique, parce que bon, on n'est pas concurrents, donc on a tous intérêt à s'enrichir les uns les autres en comparant un petit peu ce que l'on fait, comment on s'y prend, etc. Ça peut être également d'un point de vue, j'allais dire, légal ou éthique. On a mis en place chez Amadeus une charte éthique en ce qui concerne les façons dont il est acceptable d'utiliser l'intelligence artificielle et les façons qui ne sont pas acceptables. Donc cette charte, on l'a comparée avec ce que font d'autres sociétés de Sophia Antipolis pour voir un peu comment adapter, etc. Donc ce sont des échanges très très riches, d'un point de vue technologique, mais ça va au-delà de la technologie, également sur les pratiques éthiques en matière d'intelligence artificielle. Est-ce que tous les sites d'Amadeus fonctionnent-ils de la même façon que ceux de Villeneuve-Loubet et de Sophia Antipolis? Vous en avez un peu partout dans le monde. Alors oui, bon, Sophia Antipolis et Villeneuve-Loubet, c'est ce qu'on appelle le navire amiral de la R&D, donc environ 80% de nos salariés, donc 4200 salariés sur ces deux sites sont en fait des ingénieurs, donc dans tous les métiers de l'ingénierie liés à nos solutions. Donc c'est un site de R&D. Donc on a d'autres sites de R&D dans le monde, on en a un à Londres, on en a un en Inde, on en a à Sofia en Bulgarie, à ne pas confondre avec Sophia Antipolis, etc. Donc oui, ces sites qui ont à vocation R&D sont très très comparables. Par contre, on a d'autres sites qui sont des sites beaucoup plus commerciaux. Amadeus France, notre filiale commerciale à destination des clients en France, basée en région parisienne, à Issy-les-Moulineaux. Donc c'est une structure commerciale, donc par nature un peu différente. On va terminer sur une question un petit peu plus générale. Vous êtes le premier employeur privé de Sophia Antipolis. Oui. Comment ressentez-vous l'écosystème aujourd'hui et au futur proche? Alors, bon, on est effectivement un acteur important de l'écosystème. On croit beaucoup à cet écosystème. On travaille sur le parc technologique de Sophia Antipolis avec probablement 30 ou 40 sociétés, si ce n'est plus, que ce soit des sociétés de services, donc on est très très intégré. Et en plus de ça, on espère être perçu comme étant un moteur, c'est-à-dire pour aider à l'attractivité de Sophia Antipolis et de la région plus généralement. Donc ça se fait via le Sophia Club Entreprise, ce que l'on fait au sein de Telecom Valley, etc. Donc le Sophia Summit qui va avoir lieu dans les semaines qui viennent. Donc on pense que stratégiquement, c'est dans notre intérêt que le développement économique de Sophia Antipolis soit le meilleur possible. Et ce développement, justement, comment vous le ressentez? Est-ce que c'est une technopole dynamique? Oui, je trouve que c'est très dynamique. Il y a beaucoup de sociétés, beaucoup de start-up à Sophia Antipolis. Il y a beaucoup, par exemple, beaucoup plus de biotechnologie qu'il y avait il y a 10 ans. Donc ça, c'est un nouveau secteur. Sophia Antipolis, historiquement, c'était quand même informatique semi-conducteur. Maintenant, c'est beaucoup plus, pas encore majoritaire, mais beaucoup plus de biotechnologie. Donc oui, c'est très très actif. Et on travaille beaucoup, notamment avec la fondation Sophia Antipolis, pour développer l'attractivité de Sophia Antipolis.
Merci infiniment, Denis Lacroix, d'avoir été notre invité. Merci, mesdames, pour cette interview. Restez avec nous si vous le voulez bien. Nous allons passer à la rubrique suivante. Vous allez voir, je pense que ça va vous intéresser et rien ne vous interdit de réagir à ce qu'Isabelle et Karine vont nous présenter. Place maintenant au journal de l'Écho. Karine, Isabelle, maintenant vous allez nous décrypter l'actualité économique de l'été. En fait, les entreprises n'étaient pas forcément en vacances, il s'est passé pas mal de choses cet été. On commence avec vous, Karine. Oui, avec la vie des entreprises et la bonne idée de la Mouginoise Valénergie, spécialiste de la conception et de l'installation de centrales photovoltaïques. Alors, toujours à la pointe en matière de transition énergétique, elle commercialise désormais une gamme de plus de 15 modèles de hangars agricoles et de manèges équestres photovoltaïques. Alors, ces projets s'adaptent à toutes les configurations, qu'elles soient en toiture, en ombrière, au sol ou en parking. Et la success story dans une autre filière continue pour le groupe Ubaldi. Les Niçois ont ouvert cet été un 3e multistore, c'est en Corse à Ajaccio. L'enseigne en a ouvert 5 à ce jour, sur le modèle de Nice-Lingostière qui était l'unité originelle. Walter Ubaldi accélère et mise sur l'ouverture de 75 sites d'ici 2030, dont 2 dès cette année. Karine. La maison Olivier a fêté ses 90 ans. Alors on la connaît peu et pourtant elle est partout. La spécialiste niçoise des systèmes d'encaissement s'est diversifiée dans les solutions informatiques et les solutions d'impression et même le mobilier de bureau. Elle vient d'ouvrir des locaux dans le Var et ne rechignerait pas à booster sa croissance externe par le rachat de sociétés ciblées pour encore se renforcer d'ici à son centenaire. Et on retourne à Sofia Denis Lacroix, c'est un rachat en cours pour Aqualung, pionnière dans la conception d'équipements de matériel de plongée sous-marine. C'est la société d'investissement American Bearings qui s'est positionnée. Pour rappel, Aqualung était né d'une collaboration entre un ex-dirigeant d'Air Liquide qui s'appelait Émile Gagnan et le célèbre commandant Cousteau. C'est même lui qui avait trouvé le nom Aqualung en 1946. Son dernier achat daté de 2016 par le fonds Montagu Private Equity. Vous faites de la plongée sous-marine Oui, je fais de la plongée. Donc vous connaissez Aqualung? C'est une marque très connue quand même. On continue. Pour fêter ses 20 ans, Aurus Pharma, le laboratoire ophtalmologique de Pointe, s'offre un nouveau siège. Alors, il a quitté ses locaux de Saint-Laurent pour aller aux abords du stade Alliance Riviera. 8 millions d'euros investis sur 6 étages, de quoi pimper sa R&D et surtout espérer atteindre les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dès l'exercice 2023. Ce n'est pas tout. Aurus Pharma a également ouvert une filiale à Stockholm pour adresser les pays scandinaves et une autre sous le nom de Clarté Laboratoire, plus orientée cosmétologie. On sait depuis le début de l'été où la Société des Bains de Mer de Monte-Carlo a posé ses valises pour y implanter son premier établissement hors principauté, direction Courchevel 1850, on l'appelle le Saint-Tropez des Alpes, et un accord a été signé en vue de l'acquisition du Palace des Neiges. C'est un 5 étoiles qui devra d'abord subir un sacré lifting pour entrer dans la grande famille hyperluxe de la SBM. Il va falloir aller faire un reportage là-bas, non? Peut-être. Alors, nous avons aussi observé cet été des mouvements financiers importants au sein de nos entreprises et pas mal de levées de fonds, Karine. Oui, 11,6 millions d'euros, c'est l'augmentation de capital programmée pour la Sofipolytaine Médian Technologies. Elle va ainsi renforcer ses programmes en cours d'imagerie médicale, notamment en oncologie. Sa technologie permet une interprétation hyper rapide et prédictive des clichés. Donc, ce capital sera donc augmenté de 15,6%. C'est pas mal. Isabelle? Et 2 millions d'euros, c'est pour Bioceanor, c'est le deuxième tour de table réussi pour la Sofipolytaine spécialisée dans la prédiction de la qualité de l'eau via des capteurs intelligents. Parmi les financeurs, on va retrouver des fonds d'investissement, bien sûr, RSI de la région, mais aussi l'Ifremer et la Caisse d'épargne Côte d'Azur. Alors les entreprises, c'est bien sûr de l'argent, mais ce sont surtout des femmes et des hommes. Et ça a bougé au sein de nos entreprises, plusieurs mouvements cet été. Oui, Team Côte d'Azur a un nouveau boss en la personne d'Hervé Lauberti, qui sera chargé de rebâtir la team après le flux migratoire de l'équipe vers la fondation Sophia Antipolis. L'objectif de Team Côte d'Azur reste inchangé. Il s'agit de booster l'attractivité du territoire, mais en option métropolitaine cette fois-ci. Le pôle de compétitivité Innovalliance, orienté naturalité et agritech, a élu Jean-François Gonidec à sa présidence. Il tient les rênes dans le civil du cabinet Carfaler et a notamment assuré la direction d'un grand groupe de cosmétiques basé à Manosque, l'Occitane.
Christophe Fourtin a été élu Business Angel français le plus actif de l'année par nos confrères du magazine Challenge. Alors depuis le 1er janvier 2022, le fondateur du groupe Courtin, qui est spécialisé dans l'immobilier tertiaire, a investi pas moins de 3,2 millions d'euros dans 27 startups. Alors pas beaucoup de mauvaises nouvelles pendant l'été, toutefois, allez, une ou deux, Isabelle. Et un atterrissage très douloureux pour Nanaba, la start-up ultra médiatisée qui est dans la tourmente, la niçoise, dont l'appli visait à tempérer les temps d'écran des enfants via l'adjonction de séquences éducatives en ligne, est engluée dans des problèmes financiers et ne paye plus ses salariés depuis quelques mois déjà. Simultanément, on a appris que ces deux dirigeants avaient ouvert 4 sociétés ailleurs en France depuis le mois de mai et transféré leur ligne de Paris à Wakefield en Grande-Bretagne, ce qui ne rassure personne. Et certains salariés ont déjà porté plainte. Ouais. Le rachat de Quant est plutôt une bonne nouvelle pour les salariés. Le moteur de recherche éthique niçois, fondé en 2013 par Éric Léandri, est tombé dans l'escarcelle de Symphonium. Alors Symphonium, c'est une entité qui a été créée par les frères Klaba au printemps dernier. Et les frères Klaba, ce sont les cofondateurs du cloud européen OVH. Et puis, mesdames, pas de journal de l'économie sans quelques chiffres. Alors allons-y, pas trop, hein. Non, mais en cette fin d'été, on va retourner dans la galaxie Amadeus et on va parler du bilan touristique. Les professionnels de la filière sont en grande majorité satisfaits de leur saison 2023. C'est selon les premiers chiffres de l'Observatoire CRT Côte d'Azur France, avec 83% de taux d'occupation hôtelière. Eh bien, le département a signé l'un de ses records historiques après un printemps déjà jugé excellentissime. On reste dans le tourisme. On reste dans le tourisme avec l'essai qui ne demande qu'à être transformé de la Coupe du Monde de rugby qui se tient en France à partir de demain et jusqu'au 28 octobre. On voit qu'on a affaire à une spécialiste qui s'est transformée. Bravo. Merci Christian, j'apprécie. À Nice, l'Alliance Riviera va accueillir 4 matchs de poule du 16 au 24 septembre. Et en termes de retombées économiques directes et indirectes, le comité régional du tourisme Côte d'Azur France table sur 215 millions d'euros sur le milliard 2 attendu au national. Alors ce n'est pas rien pour une arrière-saison qui profitera aussi de la grande finale de l'Ironman qui se déroulera à Nice le 10 septembre. En attendant les Jeux Olympiques de 2024, certains matchs de football, rappelons-le, auront lieu à Nice également. Place à vos coups de cœur et à vos petits coups de gueule du mois, mesdames. Qu'est-ce qui vous a fait réagir le mois dernier, Isabelle? Alors plutôt coup de cœur, et puis on va commencer par un galop d'essai pour rester raccord avec Karine, pour une techno qui nous aurait fait un bien fou cet été. Oh, bravo. Bravo. L'entreprise Tétis, elle est basée à Mandelieu-la-Napoule et elle peaufine un système de climatisation individuelle qu'on planque dans la doublure de sa veste. Alors, elle revendique une techno unique au monde, celle des plus petits circuits de gestion thermique pour microfluides jamais réalisés. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une grande nouveauté. Les premiers contrats sont attendus avant la fin de l'année et la cible privilégiée, eh bien, ce sont les entreprises du BTP pour rafraîchir leurs salariés. Alors, on n'arrête pas le progrès, et vu la chaleur qu'il fait sur ce plateau, j'en commande une tout de suite, n'est-ce pas? Et puis un petit coup de griffe, Karine. Et vous prêterez votre veste. Petit coup de griffe. Oui, alors les factures, elles n'arrivent jamais en retard, mais là, la facturation électronique est à la bourre. Experts comptables et chefs d'entreprise étaient pourtant bien mobilisés pour être fin prêt en juillet 2024, qui était la date fixée par la loi. Mais Bercy a rétropédalé, argument avancé, offrir aux entreprises le maximum de garanties pour un passage de la facture papier à la facture électronique pleinement réussi, notamment pour tout ce qui est logiciel utilisé. L'obligation de se mettre donc en règle est reportée sine die, du moins jusqu'à la loi de finances 2024. Isabelle, pardon. Merci. C'est la chaleur. Grosse bisbille à la mi-août entre la métropole Nice-Côte d'Azur et le promoteur Quartus. Alors, il est pilote de la réalisation d'un complexe mixte qui s'appelle l'Avant-Seine. C'est sur le Grand Arenas, tout près d'ici. Il se serait affaissé par endroits d'une quinzaine de centimètres par rapport au parvis. Et le parvis, c'est important parce qu'il fait partie du pôle multimodal qui va accueillir bientôt la future gare de Nice. Alors, côté métropole, ça coince. Le promoteur lui rappelle que les faits sont connus depuis plus de 18 mois, qu'une expertise judiciaire est en cours et que des solutions sont à l'étude pour remettre le bâtiment d'équerre. La livraison est néanmoins prévue pour le premier trimestre 2025. C'est pas très rassurant tout ça, hein, pour une gare multimodale. Merci beaucoup pour ce journal très complet, Karine, Isabelle. Et place maintenant à notre rubrique En coulisses. Comme chaque mois, et j'ai oublié de remercier encore Denis Lacroix d'être resté avec nous pendant tout ce temps-là, et comme chaque mois, vous le savez, nous allons au-devant d'une grande
ou moyenne entreprise, mais surtout nous allons dans les coulisses de cette entreprise pour découvrir un petit peu le côté obscur de la face. En cette période de rentrée, nous avons pensé à votre pouvoir d'achat, Karine. Pourquoi acheter qui est bien important. Pourquoi acheter son smartphone plein pot quand la marque Reborn du groupe DPA Europe vous permet de les acheter reconditionnés? Alors de la seconde main, oui, mais de la seconde main de qualité. Et quand on sait que les téléphones portables sont une extension de nos bras, ce n'est pas négligeable. Absolument. Donc on regarde tous ensemble maintenant le reportage tourné à Carrosse par Quentin Lazeras. Bienvenue dans l'atelier Reborn, l'atelier de production où nous reconditionnons plus de 385 000 produits par exemple en 2022. Je reste assez convaincu qu'on ne peut pas faire ce métier sans avoir une vraie réflexion écologique. Et notre ADN, ce n'est pas uniquement autour du produit, c'est autour de nos bâtiments, notamment notre futur site de reconditionnement qui sera 100% autonome. Ça veut bien dire que nous ne sommes pas dans le business vert, mais dans un ADN écologique, reconditionné, économie circulaire. Bienvenue ici dans la première étape du processus de production. C'est la salle de charge. C'est le premier endroit où on va tester les produits. C'est-à-dire qu'on va aller chercher ceux qui ne s'allument pas ou qui ne démarrent pas. Alors, la prochaine étape après la charge, c'est le test technique. On va valider l'ensemble des fonctionnalités techniques du produit. Et ça se passe juste ici. Dans ces tests-là, on va vérifier le Wi-Fi, le Bluetooth. On va faire un test d'APL. On va faire le contrôle de l'écran sous plusieurs différentes formes. On va regarder les caméras avant, arrière. On va faire des tests de zoom pour avoir un produit de qualité. Une fois que les téléphones ont été testés techniquement, ceux qui ne sont pas parfaitement en état doivent être retravaillés. Donc c'est ici qu'on va intervenir sur les éléments qui ont des dysfonctionnements. Donc on peut changer une batterie, un écran ou tout autre type de pièce de manière à leur donner une seconde vie. Et ça nécessite une rigueur très importante à partir du moment où on ouvre le téléphone de manière à ne pas générer de panne supplémentaire. Une fois qu'on est intervenu sur un téléphone ici, on peut le charger et ensuite on va le retester techniquement pour vérifier que la panne a bien été corrigée. Reborn représente plus de 385 000 produits vendus en 2022. Et entre 1000 et 1500 téléphones qui rentrent et sortent chaque jour, voire même plus en cas de très haute activité. Bien voilà, on sait presque tout du reconditionnement de nos smartphones, nos chers smartphones dont on a du mal à abandonner malheureusement. Merci beaucoup à Quentin Lazeras qui a tourné ces images et à Agnès Farrugia qui l'a accompagné et dont vous pourrez retrouver le compte-rendu dans notre supplément économique lundi prochain. Alors maintenant, nous allons passer à notre dernière rubrique de Territoire Éco. Vous la connaissez, c'est la rubrique Le Pitch. Pour prolonger l'été, et à quelques jours des grands salons du yachting qui vont animer notre rentrée, on vous propose de vous endormir bercé par les flots. C'est tout un programme, ça, n'est-ce pas Félix Nakache? Vous allez nous présenter Bedboat. Bonjour Félix. Bonjour. Bedboat, c'est une plateforme de location de bateaux à quai. Vous le savez, c'est le défi que nous lançons à tous les invités de cette rubrique Le Pitch. Vous allez devoir, en 1 minute 30, nous présenter pourquoi il faut absolument investir dans votre start-up et puis ensuite utiliser les produits que vous allez nous présenter. Donc vous avez un petit chrono qui va s'afficher derrière Karine d'1 minute 30 et puis des caméras qui vous observent et que vous allez bien regarder. Attention, je vais vous donner le top départ. Donc on y va, top départ. Donc Bedboat, c'est la plateforme d'hébergement insolite sur bateau à quai. On vous permet de vivre l'expérience d'une nuit sur un yacht ou sur un voilier. À la base, on est parti d'un constat affolant. Aujourd'hui, les ports sont pleins et vides à la fois. Plein de bateaux, mais vides de personnes. Avec plus d'1 million de bateaux en France, ce sont en fait des dortoirs géants, juste là, sous nos yeux, mais inutilisés. Donc comme on le sait, un bateau coûte une fortune en entretien à son propriétaire, en moyenne 10% de son prix, pour être utilisé seulement 10 jours sur l'année. De l'autre côté, les ports, c'est vraiment l'emplacement idéal. En plein centre, proche des plages, c'est ce qui est le plus recherché. L'endroit où on aime se balader, admirer, rêver de ces bateaux. Grâce à Bedboat, ce rêve devient possible, car nos bateaux coûtent en moyenne 10 fois moins cher à la nuitée qu'à la sortie. On va en plus compléter cette expérience par une gamme de services comme des massages, des traiteurs ou une sortie en mer. Une des grosses différences qu'on a avec des acteurs comme Airbnb, c'est qu'on n'enlève pas de logements aux locaux pour les donner aux touristes. On rajoute des nouveaux logements et ça nous tient à cœur.
BetBoat, c'est finalement une nouvelle façon d'utiliser le bateau, dans laquelle on profite de la plupart de ses avantages sans dépenser ni polluer. Le bateau devient en fait un hébergement atypique en centre-ville. Alors, est-ce que vous êtes prêt à tenter l'expérience BetBoat pour devenir le capitaine de vos nuits ? Oh, bravo, bravo Félix. Alors là, il nous a vendu du rêve. Hein. Ouais, Il nous a vendu du rêve, il est parfaitement dans le timing. Une démarche vertueuse de cette start-up, bravo. On vous souhaite longue vie. Merci beaucoup Félix. Beaucoup. C'est avec vous que s'achève cette 5e émission de Territoire Éco. Et oui déjà, c'est la rentrée, on l'a passée ensemble et c'était super. Et d'ailleurs, bonne rentrée à tout le monde. On espère avoir une année, une saison économique vive et la plus forte et positive possible. Vous allez pouvoir revoir cette émission sur nos sites internet, nos pages Facebook et la chaîne YouTube du groupe Nice Matin, mais aussi bien sûr sur le site de notre partenaire, la Tribune Côte d'Azur, tribuca.net. Isabelle, mille merci à nouveau. Karine, merci beaucoup. Je serai ravi, comme d'habitude, de vous retrouver dans un mois pour un prochain numéro de Territoire Éco. Je vous souhaite une excellente journée à tous. À très bientôt.